je ne pense pas que ce soit le conseiller bancaire qui va amener à l'adoption des cryptos. Donc soit ce sont des plateformes qui adressent la clientèle en direct, soit une clientèle qui est abordée par un conseiller indépendant. Autant vous dire que le peu de conseillers indépendants de CGP qui se sont saisis du problème crypto n'a pas forcément conscience qu'au 30 décembre 2024, il ne pourra plus adresser de conseils en crypto s'il n'est pas agréé au niveau de MiCA. Donc, le peu qui commence à se saisir du problème n'a pas conscience de ce qui va lui arriver. Et on parle d'adoption, on parle d'innovation, mais en ce moment, on est en train de créer les règles de jouer le jeu des grands, c'est-à-dire regarder les derniers qui ont obtenu leur agrément. Il s'appelle Circle, il s'appelle Coinbase. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut en France et en Europe pour, d'une part, l'adoption, donc créer un marché pour les cryptos, et deuxièmement, comment on met en avant des acteurs et on les met en position de force pour se défendre, puisqu'en fait, on a une réglementation qui attire, bien sûr, mais comment on met les acteurs autochtones en position de se défendre ou d'assurer des positions avec ce type de réglementation. Pour moi, ce n'est pas très clair comme message. Bonjour, Louis de Froissart, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis une vingtaine d'années et expert en crypto depuis quelques années. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la profession dont je fais partie, c'est à peu près 4000 entités. C'est, on va dire, on va suivre un peu plus d'un million de clients. Et donc, on va parler d'adoption. Moi, je vais vous donner un certain encouragement. Pourquoi? Parce que vous découvrez pour beaucoup d'entre vous ce que nous, petits CGP, nous faisons depuis des années. Ce sont des procédures AML, ce sont des procédures diverses et variées. Bon, aujourd'hui, c'est 35 pages à faire signer en signature électronique dès qu'on voit le client, même s'il ne revient pas. Mais en tout cas, globalement, chez nous, vous imaginez que si ça coûtait 200 000 euros par an, et notre profession n'existerait pas, puisque la plupart du temps, mes confrères, en moyenne, doivent faire 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'en parle même pas. Ça veut dire aussi qu'on a su s'adapter à une réglementation qui... Alors, je ne parle pas de la réglementation technique, qui, elle, coûte plus cher, mais tout ce qui est la réglementation AML et ainsi de suite, on a su s'adapter et le faire avec des services qui nous ont permis de le faire pour moins cher que ce que je vois aujourd'hui. Voilà, je peux partager quelques expériences, mais en tout cas, je pense aussi qu'il y a peut-être des éléments qui nous permettraient de payer un tout petit peu moins cher. Voilà, mais c'est mon sentiment, je ne connais pas toujours votre quotidien. À partir du moment où on fait du conseil, on a une partie technique que nous n'avons pas à assumer. Voilà. Et d'ailleurs, comme je suis en ce moment dans les affres de savoir exactement ce que je vais devoir délivrer dans le dépôt de mon agrément, que j'ai tenté maladroitement de faire il y a 2 ans sans succès, ou sans interlocuteur, je ne sais pas exactement. Voilà, en tout cas, sans succès. Et en tout cas, il y a une partie technique allégée et une partie juridique que l'on connaît. Mais en fait, il y a une nouveauté, il y a une innovation. C'est qu'un CIF pouvait donner un conseil sur n'importe quel actif financier jusqu'à maintenant. Et grâce à MiCA, c'est pour ça que cette inflation est insupportable, c'est qu'à cause de MiCA, eh bien, il va falloir qu'il ait un nouveau statut. Bon, ça tombait bien, parce que nous, on avait passé de 7 statuts qu'on devait assurer tous les ans à 6 l'année dernière. On était contents, on en avait gagné un. Et ben non, on va en avoir un 7e de nouveau. Oui, 7, c'est un chiffre sacré. Alors, comment on s'adapte à cela? Ben déjà, on choisit de le faire ou de ne pas le faire. Et je pense que mon voisin de droite a très bien résumé les choses. Notre profession, c'est à accepter d'être courtier agent, enfin représentant de quelqu'un qui portait un risque. Nous en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel on veut aller. On veut aller sur, on est un peu gaulois, donc ce petit village de Bretagne, vous voyez, et on aimerait pouvoir continuer à donner un conseil indépendant parce qu'on pense que notre client a besoin d'avoir ce conseil indépendant et on va essayer d'aller au bout. Donc, on s'adapte en disant ce que je sais bien faire, je continue à le faire. Ben voilà, globalement, moi, ça me coûte 50 à 60 000 euros par an, ouais, clairement. Voilà, ça me coûte 50 à 60 000 euros par an de mettre en place toutes ces procédures. C'est un bon poste, quoi. Voilà. Et puis, ben, le reste, au niveau technique, on va essayer d'être malin, de faire les tests d'intrusion qu'on nous demande, mais ça tombe bien parce qu'on se rend compte qu'on avait plutôt déjà travaillé ce sujet-là. Donc, à force d'être dans l'anticipation, ça fait plusieurs années qu'on me dit que j'ai raison trop tôt, mais peut-être qu'un jour, peut-être avant de prendre ma retraite, j'aurais eu raison à temps.
en bon commercial ou en bon sportif, puisque j'avais créé et entraîné une équipe de rugby, en fait, au départ, il faut savoir quel est l'objectif. Et nous, acteurs, on se pose la question de savoir véritablement quel est l'objectif recherché. A priori, c'est la sécurité de l'épargnant. En pratique, ce n'est pas forcément toujours ce que l'on ressent. C'est-à-dire que quand on met en place des procédures, on n'a pas toujours, mais peut-être parce qu'on n'a pas accès à la connaissance, hein, mais on n'a pas toujours le sentiment que ça soit fait pour la défense de l'épargnant. Bon. Donc, moi, je pense qu'il y a une chose qui serait intéressante, c'est peut-être de faire un groupe de discussion qui donne accès à des axes tangibles à mettre en œuvre. Si on veut que le secteur français et européen se développe, simplement, soyons clairs sur les objectifs. Alors je sais que c'est un groupe de travail, souvent c'est de la parlotte, un rapport et pas d'action, mais simplement, mon rêve, si je puis dire, ça serait de pouvoir mettre en place des actions tangibles pour que chaque acteur sache vers quel objectif il doit tendre précisément. Quand on a un objectif, on a des moyens pour atteindre cet objectif. Et derrière, on a une feuille de route qu'on est capable de mettre dans chacune de nos entreprises au niveau de chacune de nos contraintes. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est que ça, on en a véritablement besoin pour délivrer un message positif. En tout cas, moi, je suis prêt, sur ma partie ou ma profession, à essayer de travailler dans ce sens-là. Alors, je vais reprendre quelques chiffres sur ma première question pour être bien clair. En fait, oui, je pense que le chiffre d'affaires moyen de la profession, ça doit être entre 300 et 500 000. Et de toute façon, nous, déjà, on est obligé de respecter du lutte contre le financement, le blanchiment d'argent et terrorisme. On est obligé de faire du KYC depuis très longtemps. Donc, si tu veux, ça, c'est déjà intégré. Le ce qu'on aurait intégré en plus, c'est tous les aspects techniques. Bon, il y a très peu qui le font et je pense qu'avec la demande d'agrément, quasiment plus le feront. Les solutions, ça sera de toute façon de continuer avec des partenariats. Ou par exemple, si nous, on est véritablement agréé, nous, on délivre notre service de conseil, on est prêt pour le faire des clients de confrères, moyennant une rétrocession. Voilà. Donc, ils auront un choix, mais je ne pense pas qu'on aura le casque as a service. Mais si on l'avait, le casque as a service, peut-être que ça pourrait être utile pour ça. Mais je pense que ça va amener à ce que de moins en moins de CGP se posent en experts du sujet. Je n'ai pas dit il n'y a pas moins de distributeurs, je dis qu'il y aura peut-être moins d'experts. Ce qui a amené en fait aussi la profession parce que notre profession s'est véritablement concentrée aussi. Il y a aujourd'hui 2 très gros acteurs qui sont à plus de 10 milliards d'encours gérés. Bon, donc premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, clairement, si toutes les cryptos ne sont pas considérées comme des valeurs mobilières, un ETF est considéré comme une valeur mobilière. Donc il n'y a pas photo. Donc un ETF, quel que soit le sous-jacent, c'est un ETF et c'est une valeur mobilière. Et donc la réglementation te dit, voilà, c'est comme ça. Et donc même le fonds Tobam Bitcoin, c'est une valeur mobilière. Alors il y a des valeurs mobilières dans certaines classes, il y a des UCITS, pas des UCITS, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais c'est une valeur mobilière. Donc ça veut dire une fiscalité particulière, ça veut dire tout un tas de pratiques. Et il y aura toujours cette barrière puisque les Français nous ont bien dit, un cryptoactif, un actif numérique ne sera jamais considéré comme une valeur mobilière, alors que s'il disait juste sera toujours, ça nous simplifierait quand même beaucoup la tâche sur plein de plans.